Chers auditeurs, bonjour. Afin de vous remercier de votre fidélité et d'animer notre communauté, nous avons décidé avec Alain Juillet d'organiser un jeu concours. Ce jeu concours va vous permettre de répondre à des questions autour de nos émissions et vous pourrez ainsi gagner un certain nombre de lots. Pour participer à ce jeu concours, je vous donne rendez-vous à la fin de notre émission où vous aurez les modalités qui s'inscriront sur un lien. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons parler de l'eau. Nous avons invité une experte en la matière, Madame Emma Aziza, et je vous laisse développer avec notre invitée toute cette dimension géopolitique que nous retrouvons dans le monde entier, qui peut mener jusqu'à des conflits ouverts. On parle de l'eau, mais depuis toujours, il y a eu toujours des problèmes géopolitiques avec l'eau, parce que la maîtrise de l'eau est un problème essentiel. Quand vous n'avez pas d'eau quelque part, ça peut amener des conséquences terribles. Vous avez aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, le problème de l'eau se pose aussi de ce côté-là par la raréfaction de l'eau dans une certaine partie du monde, qui s'aggrave. Nos dirigeants, les dirigeants en général, commencent à parler de ces problèmes-là, alors que jusqu'à maintenant, il faut bien le dire, on en parlait assez peu. Alors pour vous en parler, j'ai demandé à vraiment une experte, une hydrologue ô combien confirmée, Emma Aziza, qui est docteur de l'école des mines. Je lui ai demandé de venir pour pouvoir justement dialoguer sur ce problème de l'eau, pour voir un peu où on en est actuellement. Parce que tout le monde a conscience qu'à le réchauffement climatique, comme je vous disais, il va y avoir raréfaction dans certaines conditions. D'un autre côté, nous voyons que le monde est de plus en plus tendu et que dans les motifs géopolitiques des conflits futurs, l'eau devient un élément. Quand on vous parle du problème, par exemple, je vous donne un exemple, l'Éthiopie est en train de faire un barrage, un très grand barrage. Ce barrage pose un problème à l'Égypte, parce que s'il n'y a pas les crues du Nil qui irriguent tout le long du Nil, eh bien c'est l'agriculture égyptienne qui est touchée, à tel point que les Égyptiens n'hésitent pas à dire que pour l'eau, pour ce fameux barrage, ils seraient prêts à faire la guerre contre l'Éthiopie. Et donc, c'est vous dire, ça va très loin. Mais il n'y a pas que là, il y a plein d'endroits où le problème de l'eau, au Proche-Orient, mais en Asie, même en Afrique, vous avez des zones dans lesquelles le problème de l'eau est majeur. Alors, je ne vais pas commencer à faire de la géopolitique là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans un premier temps déjà de vous demander, puisque vous connaissez le problème beaucoup mieux que nous, comment aujourd'hui le problème de l'eau est-il pris au niveau international? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, comme on le disait, réelle, et partout? Ou est-ce que c'est certains pays, comme l'Europe par exemple, parce que nous sommes très sensibilisés aux problèmes climatiques, comment ça se passe? Alors, il est clair que la France a été choquée par l'été 2022 et le fait de s'être retrouvée avec 1300 communes qui étaient en rupture d'alimentation en eau potable. C'était un scénario de science-fiction inimaginable pour une France qui est à la base un pays tempéré, qui ne manque pas d'eau, qui a toujours de l'eau dans ses tuyaux. Et lorsqu'en 2005, on avait manqué de l'eau dans 2 communes, des grands plans de communication avaient été lancés pour économiser la ressource. Là, on a basculé à 1300 communes et plus de 700 qui ont été en rupture totale. Donc ça signifie une économie à l'arrêt, des populations à l'arrêt. Donc là, vraiment, il y a une prise de conscience. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on a un plan eau. On peut dire ce qu'on veut sur ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dedans, mais en tous les cas, il est là. Et c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas ailleurs quand on regarde les autres pays. L'Espagne, actuellement, est touchée de plein fouet et n'était absolument pas prête, tout comme le Portugal, qui s'est retrouvé avec ses barrages à vide. Donc, on voit très bien que là, il y a des questions qui se posent de manière beaucoup plus claire. Et donc, il y a toute une partie qui continue à foncer dans le mur et une autre partie qui se dit non, là, ça va beaucoup trop vite. Comment est-ce qu'on va faire réellement?
on pompe dans les plaines d'Almeria, on finit par pomper de l'eau salée tellement, en fin de compte, on est en train de remonter la nappe d'eau salée. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et on en vient uniquement à des solutions comme ce qui a été mis en œuvre à Barcelone pour désaliniser massivement. Alors, les usines sont plus performantes à Barcelone qu'ailleurs. Elles permettent des rejets de saumure plus loin en mer, ce qui protège tout de même plus le littoral. Et donc, on voit très bien qu'ils vont vers cette solution, mais il ne faut jamais oublier que la désalinisation a un coût énergétique notoire. Soit vous avez beaucoup de pétrole et vous avez beaucoup d'eau, vous transformez l'or noir en or bleu, soit vous avez beaucoup d'énergie et à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir beaucoup d'eau. Mais pour faire de l'énergie, dans la plupart des formes, il faut de l'eau. Oui. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, un système comme ça qui fonctionne en interne. Et puis ensuite, vous avez des pays, je pense par exemple au Brésil, qui a été particulièrement impacté en 2021 par une sécheresse extrême. Le Brésil, c'est quand même 71% de son électricité qui vient de ces barrages hydroélectriques qui se sont retrouvés complètement vides en 2021. Là, ça pose un vrai problème parce que si tout un pays mise sur une forme électrique qui est directement dépendante de la gestion de la ressource en eau et qui se retrouve finalement à vide, c'est toute une stratégie qu'il faut remettre en place et qui est très complexe à l'échelle de ces pays-là. Surtout que le Brésil est un géant de l'eau mondiale. Il fait partie de ces grands géants qui pensaient être, en fin de compte, envers et contre tout, réussir à tout passer. Et c'est pareil pour le Canada. Le Canada se met à irriguer certaines cultures, ce qui était impensable au Canada. Il y a des sécheresses de plus en plus marquées, des situations de caniculaires toujours plus importantes au Canada qui, on l'a bien vu avec les feux durant tout l'été, mais on a vraiment des situations de stress hydrique très fort dans le pays qui était censé avoir, comme le Brésil, être le géant avec cette hégémonie de l'eau. Donc en réalité, quand ils sont frappés plein fouet, il y a une prise de conscience. Est-ce qu'il y a une mise à l'action ? Je ne suis pas sûre. Quand on voit l'état du fleuve Amazon en ce moment, on devrait se poser des questions. Quand on regarde, je vous donne un autre exemple, mais le Mississippi, qui a un débit tellement faible en ce moment, vous avez un phénomène qui remonte, ça s'appelle le biseau salé. C'est de l'eau lourde, plus lourde puisqu'elle est salée que l'eau douce. Comme il n'y a plus assez de débit arrivant, eh bien, le biseau salé remonte dans le fleuve Mississippi et risque de rendre l'intégralité de la ville de la Nouvelle-Orléans avec de l'eau non potable. C'est une vraie question là encore, parce que qu'est-ce qu'on fait ? C'est terrible. C'est absolument terrible et c'est une réalité. Mais il va falloir peut-être arriver à la phase de crise pour qu'on agisse. Donc je crois qu'il y a des prises de conscience. La Californie, il y a eu clairement des prises de conscience sur les grands feux, sur ces sécheresses. On connaît des sécheresses en Californie depuis 1200 ans, mais ce qu'on a connu ces dernières années, ça n'avait absolument rien à voir. Et puis on a basculé de phase de sécheresse à des situations de rivières atmosphériques les unes derrière les autres, avec des inondations gigantesques. Donc, en fin de compte, on va dans un sens, on va dans un autre. Est-ce qu'il y a vraiment une adaptation du territoire ou est-ce qu'il y a des assurances qui se retirent et qui disent non, finalement, on va passer à autre chose ? Et donc, peut-être pour donner un exemple, il y a à peu près un mois, il y a un article qui est sorti dans le New York Times, qui est édifiant. Cet article, il a été réalisé par 2 journalistes qui ont décidé d'analyser l'ensemble des nappes souterraines en dessous de tous les États-Unis. Et ils ont découvert à quel point il y avait déjà une partie qui était en voie de tarissement. Je crois que c'est à peu près l'équivalent de 11%, regardez les chiffres. Et tout le reste est en déclin. Donc ça signifie qu'on a des réserves agricole, parce que l'eau, c'est aussi une eau qui sert à l'agriculture. En fin de compte, c'est l'eau qui sert à tous nos modèles économiques. L'eau sert à nous habiller, l'eau sert à nous nourrir. Il n'y a pas un élément dans cette pièce ou partout qui n'a pas été fait parce qu'il y a de l'eau. Notre téléphone portable a été construit avec au moins 70 matériaux différents qui ont nécessité de l'eau dans les mines. Donc, en fin de compte, on se rend bien compte à quel point c'est une chaîne de valeur qui est gigantesque et qui s'appuie très facilement sur l'extraction des nappes souterraines. Le problème, c'est que là, les États-Unis ont découvert avec effroi que leurs nappes souterraines sont en train de s'effondrer. Suivant certaines études, dans le Middle West américain,
eh bien, il faudrait 2700 ans de pluie pour recharger la nappe. On a toujours l'impression que c'est un cycle de l'eau qui se renouvelle, que c'est facile, que c'est évident, que l'eau va tomber et qu'en fin de compte, elle reviendra tout le temps. Et là, non, en fait, l'eau, il faut qu'elle puisse avoir le temps de tomber. Sure. Et puis l'eau, quand elle tombe, le 2/3 repart dans l'atmosphère. Il y a que, dans le cas idéal, il n'y a que 9% qui rejoint la nappe. C'est pas si évident de recharger les nappes. Et quand vous voyez cet article dans le New York Times, l'article passe, les journalistes ont fait 6 mois d'études, 60 000 points de mesure, et il ne se passe rien. On est tous en train de mesurer notre carbone, on est tous en train de regarder la transition écologique au seuil du carbone, et on ne comprend pas qu'il n'y a pas de cycle du carbone sans cycle de l'eau. Les deux fonctionnent ensemble. Si vous n'avez pas d'eau dans votre sol, il n'y a pas de puits de carbone possible. Et donc ce métrique-là, pour l'instant, il est géré par personne, il est analysé par personne, et pour la première fois, j'ai vu enfin un rapport des Nations Unies qui vient de sortir, qui analyse les 6 risques majeurs dans le monde, et qui enfin met en exergue le fait que les eaux souterraines et l'épuisement des eaux souterraines dans le monde entier sera un des plus grands risques majeurs de ce siècle à l'échelle mondiale. Quand on assèche une nappe phréatique, donc on enlève de l'eau. Mais est-ce que la terre, enfin, les composants reprennent la place que de l'eau qu'on enlève? Exactement. Alors ça, c'est vraiment le problème qu'on a aussi. Ah, alors, donc en fait, je suis bien tombé. Je suis bien tombé. Ah, alors ça va. C'est quelque chose dont on parle peu. Alors on en a parlé pour Jakarta parce qu'on sait qu'il y a effectivement une subsidence, c'est-à-dire que les terres s'enfoncent. Mais ce problème, on le retrouve partout dans le monde. On le retrouve surtout sur les zones littorales où on a vraiment un affaissement, mais toutes les grandes villes sont en train de s'effondrer sur elles-mêmes. Parce que vous avez des nappes sous les villes, et en fait, partout dans le monde, nous surexploitons l'eau souterraine au-delà de sa capacité de renouvellement. Ce que raconte le rapport des Nations Unies, c'est que 17 des plus grands aquifères mondiaux, sur 21, est en voie d'épuisement et d'extinction. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences humaines, ça a des conséquences de migration potentielle, parce que s'il n'y a plus d'eau sur un territoire, ça, on migre. Bien sûr. En fait. Et autant on peut avoir des migrations à très courte distance et dans un délai très restreint quand il y a des inondations. Les gens partent et les gens reviennent après une inondation. Et là, il y a des études qui sont très claires sur le fait que par contre, quand il n'y a plus d'eau à cause de sécheresse ou de rupture d'alimentation d'eau potable, en tous les cas de réserves et de ressources potentielles, les populations migrent sur du très long terme. Elles arrivent à ce moment-là dans des zones massivement où elles vont venir épuiser d'autres ressources dans des endroits où elle était tout juste à l'équilibre. Et on analyse uniquement l'eau avec, j'ai presque envie de dire, avec une vision très stalinienne. Pourquoi Staline ? Parce que dans son hégémonie, quand il a voulu à un moment donné montrer sa puissance, son pouvoir, au-delà de la conquête spatiale avec les États-Unis de cette période de guerre froide, on a eu vraiment une conquête de maîtrise de l'eau. Il fallait réussir à prendre le cours d'eau, à le maîtriser, et donc on a pris 2 cours d'eau qui alimentaient jusque-là une mer intérieure qui s'appelle la mer d'Aral. Oui, la mer d'Aral, oui. Et on a été chercher 1,2 million d'habitants et kolkhozes, derrière les petits paysans dans les zones un petit peu, dans tout l'Ouzbékistan de l'époque. Et on les a conduits à construire un canal, alors avec des outils de propagande assez exceptionnels à l'époque. Les gens étaient heureux de construire le canal, c'était fantastique, c'était la modernité, c'était l'innovation. Dans la réalité, c'était à coups de pelle et des millions de personnes qui agissaient tous les jours. Et donc, on a réussi à détourner ces 2 grands cours d'eau, le Sir Daria et la Mande Daria, qui aujourd'hui alimentent des plaines agricoles fertiles. Et cet objectif, c'était de dire, moi, à un moment donné, ma puissance, elle est telle que je suis capable de prendre un désert et de le transformer en des zones luxuriantes qui vont fournir du coton pour le monde entier. Et si aujourd'hui vous avez de la fast fashion et de l'ultra fast fashion, eh bien la plupart du temps c'est parce qu'il y a ce coton qui est exploité en Ouzbékistan et qui alimente le marché mondial. Pourquoi je repars sur Staline ? Parce que je trouve qu'il est très symbolique de la manière dont l'homme a voulu dompter le cours d'eau. Il a voulu en faire ce qu'il voulait.
Et c'est le cas partout dans le monde. Si je me souviens bien, la mer d'Aral, elle est en train de disparaître. Ah ben, c'est bien le problème, exactement. Non, mais c'est bien ça, parce que donc, Oui, oui. on a joué les apprentis sorciers, on a arrosé les plaines, mais on a tué la mer elle-même. Exactement. C'est les fameuses photos où il y a C'est les fameuses Exactement. photos, on voit les bateaux, c'est ça. Et Hein. une mer de pesticides qui reste Ouais. à la place. Donc on a chassé des populations. À la base, quand vous alliez sur la mer d'Aral, dans les années, au début du siècle, c'était une zone bleue avec des azur, avec des zones absolument extraordinaires. Là, effectivement, c'est plus qu'un désert. Et donc c'est considéré comme une des plus grandes crises écologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a quelqu'un comme ça qui est là, qui veut montrer son hégémonie et son pouvoir, et il va le faire à travers l'eau. Et de l'autre côté, le Colorado va être dompté aussi par les États-Unis avec cette même logique au même moment, avec toujours l'idée de venir et de contrôler l'eau. Napoléon a cherché à contrôler les cours d'eau quand il y a eu les grandes crues de la Loire en 1846, 1856 et 1866, 3 crues centenales donc gigantesques qui avaient généré des victimes. Il est arrivé, il a dit au corps de l'État à l'époque, des ponts, des mines, faites-moi rentrer ces eaux dans leur lit. Donc on était vraiment dans une logique de, on va non seulement dompter, mettre des digues, mettre des levées, et il n'y a rien qui bougera. Et le problème, c'est que tout bouge. Premièrement, il y a des risques réels sur les barrages. Deuxièmement, ces barrages deviennent vides, parce qu'en fin de compte, on a oublié au passage le cycle de l'eau. Et là, dans un contexte de changement climatique, tout s'accélère. Alors, je pensais à l'Afrique, au lac Tchad, par exemple. Bon, c'est un lac donc, qui se réduit tout le temps. Est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'on pourrait ramener de l'eau? Ou comment ça se passe? Pourquoi, justement, dans une zone comme le lac Tchad, qui faisait vivre la population de 3 pays, enfin, la zone environnante qui concernait 3 pays, bon, l'eau disparaît? Est-ce que c'est simplement un effet de sécheresse? Est-ce qu'il y a des solutions pour essayer de freiner ça ou d'éviter? Comment, dans un cas comme ça, comment on fait? Alors, 53%... Si c'est possible, hein, bien sûr. Hein. Alors, 53% des lacs dans le monde sont en déclin actuellement. Mais oui, c'est pour ça. Donc, comment on fait là? Et la plupart sont sur le point de disparaître. Pourquoi? Parce que là encore, on est sur, une sursollicitation de la ressource en eau. Deuxièmement, des flux d'évaporation beaucoup plus clairs dans un contexte de réchauffement global. Oui. Et donc, plus on a de l'évaporation, plus ça va générer un gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est la vapeur d'eau, puisqu'en réalité, cette évaporation, elle se transforme en vapeur d'eau, elle réchauffe localement. En réchauffant, elle permet à nouveau d'extraire et donc de générer de la vapeur d'eau supplémentaire. Sauf qu'à un moment donné, cette eau, en fait, contrairement au carbone, qui est un gaz à effet de serre qui est émis et qui va avoir un temps de résidence très long, eh bien, la vapeur d'eau n'a pas un temps de résidence très long. Donc, elle va retomber sous la forme de rivières atmosphériques. Et donc, on va se retrouver avec des pluies diluviennes ailleurs. Les pluies du Pakistan, les pluies que l'on a eues en Libye, les pluies en Grèce ou en Inde. Oui. Donc, ces pluies sont dantesques et prennent une autre ampleur que l'on n'avait jamais connue jusque-là, parce qu'on a toujours une variabilité climatique naturelle. Là, on passe d'un extrême à un autre, tout le temps. Et donc, en fait, ces lieux qui sont des réserves d'eau à ciel ouvert, eh bien, non seulement sont sursollicités, et puis on ne s'arrête jamais, parce que pourquoi on ne s'arrête jamais? Premièrement, parce que la population ne fait que s'accroître. Et donc, c'est une réalité. Oui, donc il y a besoin d'eau. Il faut plus d'eau pour ces populations. Mais pourquoi il faut plus d'eau? Pas spécialement pour boire. On a largement tous assez de l'eau pour boire. Enfin, pas de manière... Enfin, elle est mal répartie, cette ressource, partout. Mais on aurait de l'eau. On a besoin d'eau pour manger. C'est surtout parce que le vrai problème, ce ne sera pas des assoiffés dans le monde, c'est des affamés. Si on n'a pas 2 à 3 000 litres d'eau pour construire notre assiette, on ne mange pas. Pour 1 kilocalorie, il faut 1 litre d'eau. Et on la multiplie au moins par 4 si elle est carnée. Ça signifie que nécessairement, plus vous avez des populations qui mangent de la viande, plus elles consomment de l'eau dans ces ressources. Donc en fait, c'est tout le cycle de l'eau qui est complètement chamboulé à toutes les échelles, déstructuré, j'ai envie de dire. Et on a oublié des constantes de base. Cette manière de vouloir dompter l'eau nous a empêché de comprendre à quel point tout avait un sens, tout avait un objectif. Et quand cette eau, elle s'écoule dans la mer,
eh bien, c'est un équilibre qui fait que l'eau ne remonte pas, l'eau salée ne remonte pas, qui est un risque majeur dans toutes les zones côtières aujourd'hui dans le monde. Et on voit bien que l'Uruguay boit du café à l'eau salée en ce moment, mais il faut se poser des questions. C'est des risques qu'on a partout. Ça veut dire qu'on a une ressource qu'on doit préserver. Et dans un contexte de changement climatique où on a quand même atteint depuis quelques jours, on a dépassé les 2 degrés d'anomalie de température mondiale, ce n'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'on avait une oscillation naturelle qui était à peu près là. Là, cette année, on est là. Et hop, on est monté comme ça. Donc on est dans l'inconnu. On ne sait pas du tout quelle sera la conséquence. La seule chose qu'on sait, c'est qu'avec une atmosphère plus chaude, déjà vous contenez beaucoup plus de vapeur d'eau dans votre atmosphère, donc un pouvoir de précipitation du nuage qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus fort, beaucoup plus d'évaporation dans une atmosphère plus chaude. Donc la première chose qui va directement être impactée, c'est le cycle de l'eau. Et donc si on ne regarde pas ça avec plusieurs coups d'avance comme aux échecs, si on ne regarde pas ça avec un œil de géopolitique, eh bien, en fait, il me semble, à mon échelle, qu'on passe à côté d'une lecture. C'est pour ça que je demandais de venir, parce que moi, je pense que dans la géopolitique mondiale, aujourd'hui, on ne parle pas assez, on l'a un peu, de temps en temps, on l'évoque, mais on ne parle pas assez du problème de l'eau, qui est un problème majeur, comme vous l'évoquiez. L'histoire des bassines, parce que tout le monde parle des fameuses bassines. Vous m'avez dit tout à l'heure, si j'ai bien entendu, vous avez dit que 9% de l'eau qui tombe va dans les nappes phréatiques. Bon, moi j'ai vu aussi les paysans qui nous disaient bon, on fait des nappes phréatiques, enfin on fait des bassines parce que l'eau qui coule, comme ça on la garde et on va l'utiliser au moment où il ne faut pas, durant l'été, pour ne pas pomper sur la nappe phréatique. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Déjà, il faut comprendre pourquoi c'est un problème français, les bassines. Voilà. Parce qu'on confond beaucoup de choses et j'ai des Suisses qui sont venus me voir hier qui m'ont dit écoutez, je ne comprends pas bien le problème que vous avez avec vos bassines. On vient de construire une retenue collinaire, nous, elle est magnifique, elle sert la biodiversité, etc. Déjà, une bassine, ce n'est pas une retenue collinaire. D'accord. Ils appellent ça d'ailleurs une retenue de substitution. Oui. Une retenue collinaire, c'est le fait de mettre une sorte de mini-barrage qui permet de récupérer les eaux d'écoulement ou les eaux de pluie qui ruissellent et de les conserver pour des temps plus secs. Donc ça d'après ce que j'entends, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne solution. Ah, mais ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Donc le système collinaire, on met un petit barrage et on recueille les eaux, ça c'est intelligent. Oui, parce qu'en fait, on va retarder le fait d'écouler la ressource qu'on va l'utiliser dans les périodes les plus sèches. Le seul, et je mets un petit bémol, attendez. Alors. Sur certains bassins, même en France, en France on a 110 000 petits barrages. Oui. Donc en fait, des retenues collinaires, on en a fait partout. Plein. Ah oui, 110 000 oui, entre les grands et les petits. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Donc en fin de compte, on en a déjà beaucoup. Et parfois, sur certaines zones, je pense par exemple au bassin versant de la Garonne, on a tellement de retenues collinaires partout que l'eau finit par plus s'écouler en bas. C'est-à-dire que c'est une bonne solution jusqu'à trouver un équilibre pour ne pas aller trop loin. Une fois de plus, l'équilibre. Exactement. Mais pour l'eau, on a besoin de cet équilibre, sinon on tombe dans l'excès. Les bassines, ce sont des retenues qui ont été créées dans un contexte très particulier. On a des exploitants agricoles qui se trouvent, je veux dire, sur la grande frange ouest de la France, on va dire entre les Deux-Sèvres, l'Aquitaine, toute cette zone-là. Vous avez des terres très plates. La Charente, toutes ces zones. Et donc, ces terres, en fait, eh bien, elles sont incapables de recueillir des eaux de ruissellement, puisqu'on n'a pas de nivellement. Ouais. Là, on est en train de basculer dans une situation très nouvelle. Au début des années 2000, on avait mis en place un système en 4 couleurs, vert, jaune, orange, rouge, avec des niveaux de vigilance, d'alerte, alerte renforcée, crise, sur la ressource en eau superficielle et profonde, avec des arrêtés préfectoraux qui imposent le fait de dire, à partir du moment où on est en phase de crise, donc niveau rouge, à ce moment-là, eh bien, il est interdit d'irriguer. Interdiction des prélèvements, interdiction totale, parce qu'il y a un enjeu sur la ressource. Bien sûr. Ça a été mis en place, notamment parce qu'on a l'héritage de la grande sécheresse de 1976, qui avait coûté très cher à tous les Français qui avaient dû mettre la main à la poche. Donc, c'était très impopulaire. Et on s'est dit, on va préserver la ressource. On est tout de même dans une politique française qui la préserve, cette ressource. Donc, on s'est dit, en mettant en place ces arrêtés préfectoraux, dès qu'on aura
un enjeu sur la ressource, paf, on bloque, et la première chose qu'on bloque, c'est l'irrigation. Qu'est-ce qui s'est passé? On passe d'un seul coup en 2017 de quelques communes à presque 90% du territoire qui est en zone rouge. Et jusqu'en 2022, alors chaque année ne se ressemble pas, mais en fait ce nombre d'arrêtés et la surface des arrêtés augmente. Ça signifie qu'en l'espace de 5 ans, il est quasiment interdit d'irriguer en France. Et donc quand on regarde les textes, parce que c'est très réglementaire en fait ce problème-là, on se rend compte que dans les textes initiaux, il est précisé que vous pouvez tout de même irriguer si vous avez une surface à air libre, type un lac, une retenue collinaire, et que vous avez de l'eau dedans, vous pouvez continuer à irriguer. C'est ça. Donc que se dit le monde agricole? Ils se disent, comme on ne l'a pas, on va la créer. Eh oui. Parce que sinon, on n'a plus le droit d'irriguer. Et en fait, c'est un monde qui ne peut pas se remettre en question en l'espace de 5 ans. On a des questions d'assolement, on a des questions pas évident, très complexes sur les agriculteurs. Et puis, il y a des investissements, il y a des crédits à très long terme, il y a des enjeux notamment de grands agro-industries qui ont commandé des productions. Donc, en réalité, vous avez une énorme chaîne et tout le monde est pieds et mains liés et la sécheresse arrive. Donc, trouver cette solution, elle est plus simple. On se dit, voilà, on va aller prélever sous terre l'équivalent de 260 piscines olympiques, c'est pas rien, et on va les prélever dans la nappe quand c'est autorisé. Comme ça, quand ce sera interdit, on aura l'eau. Voilà, le principe des bassines, c'est ça. Après, quel est le problème des bassines? Parce que comme on réfléchit juste à très court terme, là, pour trouver une solution rapide, et on sait très bien quand on réfléchit en phase de gestion de crise, on ne prend pas toujours les meilleures résolutions bien sûr. si on n'y a pas réfléchi avant. Donc déjà, le niveau de la nappe, il chute. Oui, il chute, bien entendu. Comme le niveau de la nappe chute, tous ceux qui avaient un petit forage, il est à sec. Tous les petits maraîchers locaux n'ont plus d'eau. Tous ceux qui avaient un puits, non plus. Et puis, toutes les zones qui sont connectées en surface, puisque les rivières de surface, si vous voyez de l'eau quand il ne pleut pas, elle vient de la nappe. Donc en réalité, il y a une déconnexion qui se fait entre la rivière et la nappe. La nappe étant beaucoup plus basse avant le printemps, puisqu'il prélève l'hiver, au moment où la nappe va devoir donner son eau au cours d'eau, et donner son eau notamment aux premières couches de terre pour avoir de l'humidité, eh bien à ce moment-là, comme il n'y a plus cette connexion, on a directement un à sec sur la rivière. Et donc, cette rivière à sec, ça signifie que tout le vivant s'effondre. Oui, bien sûr. Mais tout le vivant s'effondre, ça veut dire aussi notre assiette demain derrière. Quand on regarde simplement même le problème de l'eau, on oublie que l'eau est un élément essentiel de toute cette chaîne et donc il faut tout repenser. Mais exactement, parce que le premier utilisateur de l'eau, c'est le milieu naturel. Eh oui. Et en fin de compte, si lui n'a pas assez d'eau pour juste vivre, c'est tout le système qui se faut, eh bien, qui est il faussé. s'effondre. Et comme nous, dès qu'on voit de l'eau quelque part, on l'utilise pour des raisons industrielles, pour des raisons agricoles, pour des raisons économiques, on a totalement oublié. C'est pour ça que vous avez un effondrement du vivant sans précédent. Si aujourd'hui vous avez un effondrement au-delà des pesticides et au-delà des problèmes qu'on a, des populations d'oiseaux, de toutes les espèces que l'on peut avoir, c'est parce que ces espèces ont besoin d'eau. Et qu'elles n'en trouvent pas. Et qu'elles n'en trouvent pas, oui. Dans une période de transformation. Donc maintenant, allons plus loin sur ces bassines. Je voudrais juste terminer là-dessus. Si vous mettez de l'eau croupissante dans une sorte de bâche en plastique, alors un peu améliorée maintenant, mais on va dire, vous mettez du béton, vous mettez du plastique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des développements algaires et vous allez avoir des développements de cyanobactéries. Donc vous vous retrouvez avec une pompe en sortie de cette bassine pour alimenter des plaines irriguées, mais cette pompe, elle se bouche parce qu'elle se remplit d'algues. Donc maintenant, on est obligé d'envoyer des plongeurs pour aller déboucher la pompe. Et puis comme il y a beaucoup de cyanobactéries, il y a tout de même un risque d'aller jeter ces cyanobactéries sur de légumes crus qu'ensuite on va manger. Et toutes ces questions-là, on ne se les pose absolument pas. On cherche, et je comprends que l'on cherche des solutions rapides, parce que le changement climatique tel qu'il est en train de s'inviter dans nos vies, il dépasse toutes les méthodes, toutes les manières qu'on avait de penser. Il va nous falloir avoir des cerveaux disruptifs, il va falloir qu'on soit très rapide, et on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on a appris à prendre un temps long, mais en l'espace de 5 ans, la France s'est transformée. La France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde.
Et donc, les agriculteurs au milieu de tout ça sont confrontés à cette question. Et eux, ils ont sur les épaules des besoins d'export, parce que d'autres pays ont besoin de leurs exports, de blé. Le Maroc est dépendant de nous notamment, mais pas que. L'Égypte est dépendant du blé importé mondialement, sinon il ne peut pas se nourrir, au-delà de la question éthiopienne que vous évoquiez tout à l'heure. Donc en réalité, c'est des questions multifactorielles, absolument systémiques pour tout, mais si vous regardez, il y a de l'eau partout. Je vous donne un exemple. En 2021, vous avez eu une très grande sécheresse en Chine, sur la rivière des Perles. Cette sécheresse, elle a généré le fait qu'il n'y avait plus d'eau dans les barrages. Donc il a fallu massivement essayer de trouver une autre solution. Donc on s'est reporté directement sur les usines à charbon. Et donc on a relancé les usines à charbon dans la zone, parce qu'on est en train de fermer 2 jours par semaine toutes les usines chinoises. Le Made in China commençait à avoir du retard sur toute la supply chain mondiale. Ça pose un problème, parce qu'il y a tellement de marques, il y a tellement d'enchevêtrements qui sont dépendants de toutes ces productions. Donc, ils se sont reportés sur le charbon. Le problème, c'est que pour pouvoir extraire du charbon, il vous faut de l'eau. Ils n'en avaient pas assez. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été directement vers les méthaniers qataris pour aller prendre du gaz naturel liquéfié pour pouvoir compenser, qui est finalement la forme transportable de cette énergie. En parallèle de ça, en mer du Nord, il y a eu une absence de vent, qui est principalement liée au fait d'avoir eu des situations anticycloniques, donc de très beau temps, où il n'y a pas de vent. Donc les éoliennes offshore n'ont pas tourné. Si derrière il y a un manque énergétique à ce niveau-là, eh bien c'est les Pays-Bas et toutes leurs serres chauffées d'agriculture intensive qui n'avaient plus assez de jus pour pouvoir les alimenter. L'électricité étant très chère, ils se sont eux-mêmes tournés vers les Qataris et vers de nouveaux méthaniers. Et le Qatar, cette année-là, a créé un nouveau méthanier et s'est frotté les mains. En Europe, nous, on était connectés à quoi? On était connectés au gazoduc russe. On avait tout de même du gaz, dans une période où l'électricité est plus complexe. Quand il y a eu la guerre russo-ukrainienne, et là, c'est vraiment vous qui m'expliquez tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que moi, je suivais à ce moment-là les sécheresses, je comprenais très bien que la Chine, le seul intérêt qu'elle aurait, c'est de récupérer ses gazoducs. Donc, il fallait qu'il y ait un rapprochement entre la Chine et la Russie. Non, peut-être. Oui, puisqu'après, il y a eu bascule, puisque la Russie s'est mise à approvisionner la Chine plutôt que l'Europe, puisqu'il n'y avait plus de paille. Exactement, on a inauguré les nouveaux pipelines directement vers la Chine. Et donc, la Chine se retrouve avec une capacité énergétique supplémentaire qu'elle n'avait pas, qui lui permet de lutter dans ces phases de manque d'eau où elle n'a plus assez d'eau dans ses barrages. Comme quoi, on voit une chose, et puis c'est l'effet papillon, comme on dit un peu. On part d'un problème, et puis on en découvre quantité d'autres. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'effectivement, au niveau mondial, au niveau international, est-ce que l'ensemble des pays vont vraiment commencer à prendre sérieusement en compte le problème de l'eau? Parce qu'on parlait de la France, qui elle est en le coup, essaye en tout cas avec les bons et les mauvais côtés que vous évoquiez. Alors, la prise de conscience, elle est sur les ressources. Oui. Mais les ressources pour nos usages, pas les ressources pour la préservation, pas les ressources pour la protection, et pas certaines formes de ressources, parce que les ressources souterraines, on a découvert avec effroi à quel point, parce que maintenant on a des images satellites pour le voir, à quel point on était en plein déclin de la plupart des ressources souterraines mondiales. D'ailleurs, à l'image, je trouve que c'est très imagé, mais très clair. Le fait qu'il y ait une très grande revue de géophysique qui a édité un article il y a 6 mois qui mettait en évidence le fait d'avoir extrait aussi massivement toutes les nappes souterraines profondes fait qu'on a modifié l'axe de la Terre de 80 cm vers l'est. Oui, ça c'est effectivement, l'axe de la Terre a bougé du fait des pompages de l'eau. Dont le spin aussi. Et donc, bon, on est quand même capable de ça. Il faut quand même qu'on se pose ces questions. Et en plus, ces données s'arrêtent en 2010. Donc, il nous manque un gap. Ça a dû continuer. Il n'y a pas de raison que ça n'ait pas continué. Fort probable. Donc, en fait, on a une Terre comme ça qui se balade dans le néant autour du Soleil. Et puis, à un moment donné, qu'on est capable de modifier. Enfin,
Il faut quand même qu'on se pose certaines questions. Avec toutes les incidences climatiques que ça représente, parce que changer l'axe de la Terre, ça représente aussi des régions plus ou moins exposées, plus ou moins chauffées. Des circulations de avions, etc. À ça. Non, lui, il voulait juste montrer qu'il dominait l'eau pour reprendre le pouvoir et qu'il transforme. Et pourquoi je vous ai donné cet exemple? Moi, il me marque cet exemple parce que j'aime bien repartir des fois dans l'histoire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a à un moment donné une position humaine qui veut se mettre au-dessus d'un niveau divin, entre guillemets, au-dessus de la nature. C'est moi, je suis capable, moi, de prendre un désert et de le transformer dans une plaine luxuriante. Et ce qui est incroyable, c'est à quel point ça a été répliqué partout. On parle d'Israël depuis quelques semaines, malheureusement. Mais à une époque, on prenait en exemple le développement agricole en Israël. Il n'y avait pas d'eau dans le désert. Et on parlait du goutte à goutte. Ils avaient inventé un certain nombre d'innovations. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans ce sens-là? Ou même, parce que l'image d'Épinal que l'on a, c'est que les Israéliens ont réussi à faire pousser des choses dans le désert. Alors, est-ce que c'est un bon exemple ou pas? Alors, on a toujours cet exemple qui est largement cité un peu partout sur le fait qu'Israël est un modèle mondial au niveau de la gestion de l'eau. En quoi c'est un modèle? C'est un modèle sur le pari qu'il a fait sur la désalinisation. C'est lui qui a montré tout de même la voie, même si les Émirats arabes actuellement, l'Arabie saoudite, etc., se lancent dans ces schémas-là. Il a décidé à un moment donné de massivement y aller. Et notamment d'allouer une très grande partie de son énergie à des fins de ressources, de transformation de ressources en eau. En parallèle de ça, c'est aussi un exemple sur la réutilisation des eaux usées, et notamment sur le plan agricole, sur le fait de réutiliser à des taux exceptionnels les eaux agricoles, qui sont retraitées sur place et ensuite réenvoyées dans le circuit, mais en plus on sait faire de l'agriculture en eau saumâtre, c'est-à-dire avec des eaux salées, parce que dans la plupart des pays on ne sait pas faire. On crève de faim si on a de l'eau salée, mais on ne fait pas de l'agriculture avec ça. Donc je crois qu'ils ont réussi à lever beaucoup de verrous. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il y a 20 ans, ils étaient au pied du mur, c'était un pays extrêmement aride, et s'ils voulaient se développer tels qu'ils se sont développés, parce que quand on regarde tous les pays environnants, ils n'ont pas eu les mêmes niveaux de développement sur le plan urbanistique, industriel, technologique, qui consomment des ressources énergétiques et des ressources en eau. Donc en fait, ils ont cherché des solutions et ils ont tout misé sur la recherche et développement. 600 méthodes ont été développées, seulement 20 ont été retenues. Le problème des autres pays, c'est qu'on n'a pas cette capacité de recherche très approfondie. On ne donne pas les moyens, en France, à des chercheurs d'analyser exactement le pourcentage d'évaporation d'une bassine. Pourtant, ça nous permettrait tout de suite de voir si c'est une bonne ou une mauvaise solution. Il faudrait qu'on dédie une grande partie de nos ressources financières, celles-ci, pas en eau, à nos jus de cerveau, pour qu'ils puissent chercher à créer, parce qu'il y aura toujours des essais et des erreurs. Et en tous les cas, c'est comme ça, c'est en cherchant qu'on trouve, en tous les cas. Si on ne cherche pas, on n'ira nulle part. Non, mais Et donc, c'est ce qu'a fait Israël. Et donc, à partir de là, effectivement, c'est devenu un modèle de référence. Pourquoi la France n'est pas un modèle? Parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Parce que la France avait de l'eau. Donc, pourquoi la France s'est jamais posé la question? Parce que la France est un pays tempéré, qui avait énormément d'utilisateurs d'eau, parce qu'en réalité, eh bien, elle pouvait les avoir, ces utilisateurs. Ça posait aucun problème. Vous voyez? Oui, maintenant, les problèmes arrivent. Et maintenant, les problèmes arrivent. On peut donc peut-être dupliquer ce qui se fait en Israël ou dans d'autres pays, peut-être. Mais ça veut dire qu'il faut chercher, il faut sensibiliser, il faut expliquer, il faut organiser. C'est un long travail. Oui. Et c'est vrai que je vois de nombreuses communes en France qui prennent des solutions israéliennes parce qu'elles répondent à une problématique. Absolument. Eh bien, c'est un peu pareil. Bien sûr que ce qu'ils ont développé pourra servir. Mais il faut se poser la question de quoi a-t-on besoin? En a-t-on vraiment besoin? Et où est-ce qu'on en a besoin? Dans les Pyrénées-Orientales, si on ne dessalinise pas de l'eau dans les 5 prochaines années, je ne sais pas si ces territoires pourront être habitables. On s'est retrouvés là, avant l'été, avec des aquifères où il restait 5 cm d'eau. On avait touché le fond. Voilà, donc il y a des crispations entre tous les acteurs. Donc elles sont en train d'être là, ces formes de guerre de l'eau, parce que
quand on parle très facilement la guerre de l'eau, évidemment, ça englobe tellement de choses. C'est beaucoup plus complexe. Si on regarde les guerres interpays sur la question de l'eau, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'accords et de compromis que de guerres. Dans tous les cas, ces logiques transfrontalières, c'est des questions qui vont se poser demain sur le Rhône entre la Suisse et la France. Oui. Qui aura encore besoin d'eau et qui gardera cette eau? Eh bien, on a de l'eau qui arrive d'autres pays, on a de l'eau qu'on transmet à d'autres pays notamment. Donc en fait, on a toujours ces rivières qui se baladent entre les frontières. Mais le problème, il est beaucoup plus profond. C'est qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement territorial et il n'y a même pas d'habitabilité s'il n'y a pas d'eau. Et cette question, personne, j'ai l'impression en tous les cas, très peu, se la pose partout. Sur la question climatique, on ne parle que du carbone, que de ça. Et en fait, on ne peut pas. Il faut parler de tout. On comprend mieux beaucoup de choses grâce à vous. Hein. Et moi, il y en a une, que vous venez de le citer, il y a une qui me paraît une évidence, c'est que dorénavant, moi, quand on parle à carbone, je dirais « et l'eau hein ». Parce que tout ça, ça se tient. Et dans les réflexions du futur, et dans les réflexions d'ailleurs aussi bien du politique que des économistes, que des praticiens de tous ordres, il va peut-être quand même falloir sérieusement se pencher sur ce problème parce qu'il est vital pour le futur et on ne peut pas donc y échapper, on ne peut pas l'escamoter. C'est un problème réel pour lequel nous sommes tous concernés. Merci encore de nous avoir entendus cette fois-ci. Merci Mme Aziza, parce que vraiment c'était très intéressant, grâce à vous. Et j'espère que chacun pourra en tirer plein d'enseignements pour lui. Eh bien, effectivement, encore une émission très intéressante, toujours sur Openbox TV, et un seul conseil aujourd'hui, buvez de l'eau. Merci. Avec parcimonie. Avec parcimonie, alors. Eh oui, parce qu'il en faut pour tout le monde. Merci et à très bientôt. Pour participer à ce jeu concours, vous pouvez cliquer sur ce lien qui apparaît à l'écran. Vous verrez les modalités pour participer à ce jeu. Je vous souhaite bonne chance et les gagnants seront tirés au sort à la fin de chaque mois et vous serez informés, bien évidemment, si vous avez gagné les différents lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.